pra pa 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 priputepe pa pa priputepe pa pa to pepe paribore pepe ro porepe perero para bala bupe brada duba para bada du veira banana duba. Bien. Bon, bonjour Madame Alain. Eh ben, écoutez, je crois bien que c'est la 4e fois que vous venez. Vous êtes vraiment remarquable. Ça va faire une série qui commence à s'allonger tout à fait sérieusement. Vous êtes la députée du coin, hein, je rappelle pour les Australiens qui nous regardent. Et c'est bien gentil à vous de venir nous parler de votre boulot, enfin de votre mission. C'est le cas de le dire, puisque vous venez de terminer une commission parlementaire dont vous étiez la rapporteure, comme on dit, à propos d'agroécologie. En gros, vous allez nous dire plus de choses. C'est très récent, puisque vous avez fini le 7 juillet par une conférence de presse, je crois, avec vos collègues. Et donc on a essayé d'écouter, mais on n'a pas pu tout voir ni tout lire, mais ça viendra. Alors aujourd'hui on va peut-être parler donc des circuits courts. Alors moi j'ai simplement 2 trucs à dire, deux horizons à propos de circuits courts. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais vous le direz. D'une part, et la mondialisation. Et la mondialisation, bordel. Le circuit court c'est bien, mais c'est un peu l'enfermement dans notre territoire. Donc voilà, on va peut-être voir ce que ça donne de ce côté-là. Et la deuxième chose, qui est un peu plus précise, c'est que il y a aussi une objection au circuit court, c'est les grandes centrales de distribution. J'ai appris récemment qu'il y avait en France 4 centrales de distribution pour 200 000 agriculteurs, quoi. Et c'est un peu compliqué. Enfin, je me demande comment, malgré tout ça, le circuit court peut s'imposer. Voilà. Eh bien, à vous la parole. Alors, déjà, bonjour et puis merci de m'accueillir une nouvelle fois. Je viens toujours avec plaisir parce que c'est aussi un moyen, bien sûr, de communiquer avec mes concitoyens de mon travail de député et j'espère effectivement qu'en Bergeracois, un certain nombre aussi sont intéressés par ce qui se passe dans leur région, et Canal Pourpre fait partie du Bergeracois et est en Bergeracois. Alors, très officiellement, j'ai remis un rapport cette semaine, donc le 7 juillet, à la Commission des affaires économiques. J'avais été mandatée par son président, Brotte, pour conduire une mission parlementaire sur le sujet des circuits courts et la relocalisation possible des filières agricoles et agroalimentaires. C'est moi qui lui avais proposé ce travail et je suis très satisfaite qu'il m'ait accordé confiance pour le conduire. Donc cette mission parlementaire a travaillé pendant 6 mois, auditions, déplacements sur le terrain pour bien sûr voir quels sont les freins, un certain nombre que vous venez de citer, et puis bien sûr les leviers sur lesquels s'appuyer pour que cette relocalisation des filières agroalimentaires et agricoles puisse se mettre en place, dans le sens où c'est un des 4 axes de la loi agricole que nous avons voté cet automne. Alors, pour effectivement, vous parliez de la mondialisation et les centrales d'achat. Très clairement, c'est une façon pour nous, non pas de se replier sur nous-mêmes, mais de reprendre en main notre politique alimentaire et de faire en sorte que nos politiques agricoles répondent à nos besoins alimentaires. Et donc c'est effectivement une alternative à la mondialisation, une alternative aussi à ces centrales d'achat qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui, très clairement. Vous le savez, la semaine dernière, les agriculteurs, à l'appel de la FNSEA, étaient en manifestation et je suis allée les rencontrer à Bergerac. Ils manifestaient devant le palais de justice.
et je crois qu'ils ont fini leur manifestation. Ils sont allés déverser un petit peu de fumier et autres. Ils ont bien ciblé, hein, c'était au central de supermarché, hein, chez Leclerc et autres. Qu'on soit très clair, ils disent, quand on nous a parlé de l'arrêt des quotas laitiers, donc c'est-à-dire de l'arrêt de l'organisation de la production laitière au niveau européen, on nous a dit mais il n'y a pas de problème, vous pourrez produire plus et vous allez pouvoir produire et vous allez investissez pour produire plus. Et c'est quand même leur grand patron, la FNSEA, qui aussi était pour l'arrêt des quotas, en disant la Chine devient un vrai marché qui s'ouvre et la Russie aussi. Embargo russe. Et puis finalement, les Chinois, certes, peut-être consomment plus qu'avant, mais on avait oublié de leur dire que les Chinois, ils ont aussi des terres et qu'ils ont la capacité de produire chez eux. Et moi, je leur ai répondu, en clair, on vous a proposé de jouer au poker en vous disant, il y a beaucoup à gagner. Et on a oublié de vous dire que quand on joue au poker, autour de la table, il y en a un qui gagne. Et les autres perdent. Et en plus, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'y compris celui qui gagne aujourd'hui, peut-être demain, il va perdre. Alors, on vous a dit, investissez, allez-y, agrandissez-vous. Et puis aujourd'hui, on vous laisse un petit peu comme ça dans cette situation. Cet arrêt des quotas laitiers, pour prendre cet exemple, il est entériné. Absolument. Oui. Ça y est. Absolument. Clairement, la politique agricole européenne répond aujourd'hui totalement aux lois de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, libéraliser le commerce. Or, c'était quoi notre politique agricole européenne? C'était justement, au sortir de la guerre, il faut repartir de l'histoire quand même, une construction d'une politique agricole pour faire en sorte que nous soyons capables, en toutes circonstances, de nourrir la population. Je dirais que les anciens, il y en a encore qui ont vécu ces périodes de guerre et d'après-guerre, pendant quasiment 10 ans, encore après-guerre, de manque alimentaire, ont été fortement marqués. Et l'objectif, c'était produire notre alimentation. Ce qui a marché très, très vite. Donc ça montre que quand on veut une politique d'orientation, quand on a une politique d'orientation, qu'on y met les moyens humains d'accompagnement, les moyens financiers, eh bien, ça peut aller très très vite. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai proposé d'introduire dans la loi agricole les projets alimentaires territoriaux, parce que, qu'on soit très clair, sur le volet alimentation, il n'y avait pas grand-chose dans cette loi. J'ai proposé les projets alimentaires territoriaux en première lecture. Ça a été adopté par la majorité et bien compris par le gouvernement. Mon collègue Joël Labbé, sénateur, écologiste, lui a fait en sorte que ça rentre dans l'article qui concernait l'alimentation avec effectivement les modalités de mise en œuvre. Qu'on soit très clair, il ne s'agit pas aujourd'hui de signer un décret projet alimentaire territorial, on irait à l'échec. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce travail, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut réorganiser complètement l'amont et l'aval. Oui. Mais justement, là, vous faisiez allusion à la colère des agriculteurs récente, mais du coup, vous allez vous opposer à cette OMCisation de la PAC, enfin, hein, le marché le plus libéral qui saisit l'agriculture, mais ça date pas d'hier. Comment c'est venu cette colère, par exemple? Pourquoi maintenant, alors que cette histoire que vous rappelez, elle date déjà depuis plusieurs années, quoi. Alors qu'on soit clair, hein, la colère des agriculteurs, notamment des éleveurs, que ce soit les producteurs de lait, que ce soit les producteurs de viande, bon, les producteurs de porc, enfin, c'est pas la première colère, hein, qu'on soit très clair. Donc à chaque fois, on leur propose des rustines. Et moi, je dis clairement, mais les PAT n'en seraient pas, les projets alimentaires territoriaux ne seraient pas une de ces rustines, justement? Ah non, clairement, là, c'est donner une autre orientation à l'agriculture. Elle ne va pas s'opposer. Qu'on soit très clair, ceux qui veulent continuer à jouer au poker, ils vont continuer à jouer au poker. Mais quand on va travailler ici, sur le territoire bergeracois, quand on va avoir
des réunions quand on va travailler à un projet alimentaire territorial. Qu'est-ce qu'on va faire? Les élus, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les associations de consommateurs, les associations environnementalistes, les citoyens en général. On va dire, qu'est-ce qu'on est capable de produire ici sur ce territoire? On a un petit peu de chance, on est presque capable de produire tout ici sur ce territoire. D'autres, un petit peu moins. Je suis allée dans la région de Lille, il n'empêche qu'ils travaillent à ça dans la région de Lille depuis 5 ans. D'accord. Et ils ont relocalisé leur alimentation dans une région où on produit surtout du sucre et des pommes de terre, quand même. Voilà. Monsieur Garrigue, bonjour. Monsieur le maire arrive. Alors, on va laisser la caméra, on ne va pas couper. Installez-vous. Bon, on ne l'avait pas annoncé, mais on avait été discret, on n'avait rien dit de vous. Bon, merci d'être là. En tout cas, on était en train de discuter ma foi, des essais de Madame Alain et de sa commission parlementaire sur les circuits courts. Et donc, on disait que les projets alimentaires territoriaux, ici, on avait de la chance parce qu'on produit à peu près tout, ce qui n'est pas le cas partout. Mais la question était, est-ce que ce n'était pas une rustine quand même, puisqu'elle nous a dit aussi que la PAC, c'était l'OMC. Enfin, je simplifie, mais en gros, elle se fait bouffer par, disons, l'idéologie néolibérale et ce qu'elle appelle jouer au poker. C'est un peu ça. Donc, on se demandait si... est-ce que vraiment on peut, dans un territoire aussi petit que la Dordogne, par rapport à cette foutue mondialisation, ça peut marcher, quoi? Qu'on soit très clair, c'est un des axes de la loi agricole. Et donc, si des moyens sont mis, comme je parlais on peut parler du plan Marshall, on peut parler des lois Pisani, qui à un moment donné ont été assortis de moyens, les moyens n'étant pas seulement financiers, c'est donc... L'État peut reprendre la main. À un moment donné, si on considère que c'est important de maîtriser notre capacité à nourrir la population, ce qui est quand même... comment on définit un pays développé? Il est déjà capable de pourvoir à l'alimentation. Qu'on soit très clair, un enfant qui n'a pas mangé ne peut pas étudier, par exemple. C'est toujours l'exemple que je prends. Pourquoi vous vous occupez autant de l'alimentation? Parce qu'un enfant qui a faim, on ne pourra rien lui apprendre. Il n'aura même pas envie de jouer. Donc voilà, pour moi c'est la base. C'est la base de la vie. Et puis il y a quand même la tradition française de l'agriculture. Il y a des pays qui ne sont pas autosuffisants alimentaires. C'est pas pour autant que ce sont des pays sous ou mal développés. Non, c'est très clair. Sauf que on est dépendant. Et le fait d'être dépendant, quand on est dans un contexte géopolitique comme celui que nous vivons actuellement, être dépendant, c'est fragiliser sa population. Être dépendant, c'est quelque chose qui est grave, parce que quand on est dans une situation de conflit, on le voit bien, l'embargo russe, on crée aussi... il y a deux formes de dépendance. Il y a la dépendance quand on reçoit l'alimentation et qu'on dépend d'ailleurs. Je suis allée d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis allée sur les îles de la Réunion et non pas la Martinique, de la Réunion et Mayotte. Mayotte. Alors au niveau dépendance, là, je vous dis pas Mayotte, c'est vraiment demain il n'y a plus de bateaux qui arrivent à Mayotte, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et donc c'est ça aussi que je voulais mettre en lumière dans mon rapport, c'est que effectivement être capable d'apporter un minimum d'alimentation, la base, ça c'est essentiel pour une population, pour sa vie. Et on est dépendant d'une deuxième manière, celle dont je parlais tout à l'heure. Quand des agriculteurs, on les a encouragés à produire pour des marchés dont on pensait qu'ils allaient se développer. Le marché chinois. Bon, on avait oublié qu'en Chine, il y a aussi des terres et puis que les gens sont capables de produire comme nous. Et puis, les krachs boursiers, mais aussi l'embargo russe, qui est une décision politique dont on peut discuter, mais qui est celle-ci. Eh bien, aujourd'hui, les agriculteurs sont dépendants de ça et d'un seul coup, du jour au lendemain, on leur dit « trouvez un autre marché ». Certes,
Les Russes, s'il y a un embargo, ils continuent à manger, donc ils achètent ailleurs. Mais enfin, ça déstructure tous les marchés. Et le temps que tout cela se remette en place, il peut se passer 6 mois, 1 an, etc. Et effectivement, en attendant, il y a les spéculations en même temps qui se mettent en route. On peut peut-être, puisque vous êtes là, monsieur le maire, les circuits courts, ça vous dit quelque chose aussi sur Bergerac, comme on dit. Donc, vous êtes d'accord là-dessus? Il y a une marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre qui... D'abord, moi, je partage tout à fait ce que vient de dire Madame Alain, ce que vient de dire Brigitte Alain sur l'indépendance, parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on a beaucoup perdue de vue et qui est quand même une notion absolument essentielle. Et l'indépendance alimentaire, c'est vrai que pour un pays comme la France, c'est un atout quand même assez considérable. Il y a des pays qui ont décidé de faire l'impasse sur leur alimentation. Même les Anglais quand même sont un petit peu revenus dessus par la suite. Mais je veux dire, pour la France, c'est un atout énorme. Et le drame qu'on vit aujourd'hui, c'est que finalement, du fait de la mécanisation, de la productivité, le nombre des agriculteurs a considérablement diminué, ce qui fait qu'ils n'ont plus le poids politique qu'ils avaient auparavant. On l'a bien vu l'autre soir ici à Bergerac, quand les producteurs de lait... Moi, j'ai connu une époque où les producteurs de lait en Dordogne, ça restait quand même une force. Quand les producteurs de lait étaient dans la rue, excusez-moi, on les entendait et on les écoutait. Entendre votre discours, excusez-moi, on a l'impression d'un... vous dites malheureusement, mais on est dans une société post-industrielle, la société s'est transformée. Oui. Est-ce que vous voulez une sorte de retour à une société plus protectionniste? C'est pas parce que les agriculteurs n'ont plus le poids politique, parce qu'ils sont moins nombreux qu'avant. On l'a bien vu l'autre soir, ils avaient amené des très grosses machines, mais en fait ils étaient très peu nombreux. L'un essayait de compenser l'autre, mais la réalité de l'enjeu de l'indépendance alimentaire, ça reste quand même un enjeu tout aussi important que par le passé. Ouais. Et alors sur cette affaire de circuit court, moi je suis tout à fait favorable au développement du circuit court. C'est la raison pour laquelle on a d'ailleurs décidé de passer en régie directe pour les cantines scolaires et les repas. La question est, est-ce qu'il y a cette marge de manœuvre existe? Je pense que ça peut donner une certaine marge de manœuvre, parce qu'on a bien sûr les règles de concurrence à respecter, mais je veux dire, on a plus de souplesse et on peut surtout fixer des exigences en matière de qualité alimentaire qui sont supérieures. Par exemple, nous, on a fait le choix d'avoir un élément bio dans chacun des repas qui seront servis. Ça peut faciliter quand même aussi le positionnement des producteurs locaux. Alors je dis locaux, c'est pas peut-être uniquement Dordogne, mais enfin de notre environnement proche. Et puis je pense aussi qu'on a un atout à Bergerac qu'on a toujours maintenu, et ça a été un choix politique qui s'avère quand même important, c'est d'avoir un abattoir public polyvalent, parce que ça aussi, ça peut être un outil très utile dans cette démarche. Bien, je voudrais faire un lien justement avec les propos de Madame Alain que j'ai pu entendre en partie tout à l'heure. Vous commencez votre intervention en disant « Je préfère convaincre plutôt que contraindre ». Structurer une politique, je vous cite, c'est mettre des propositions opérationnelles pour faire en sorte qu'une politique avance. Très bien, on parle un peu des marges de manœuvre. Mais vous rappelez quelques temps après, un petit peu plus tard, que le Grenelle de l'environnement avait prévu qu'en 2012, 20% de la restauration scolaire devait être bio, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne-là, entre contraindre et convaincre? Est-ce que de temps en temps, il ne faudrait peut-être pas un petit peu contraindre pour pouvoir arriver à justement ces effets de seuil qui étaient annoncés lors du Grenelle de l'environnement? Alors précisément dans mon intervention donc, devant la commission des affaires économiques, je répondais au député Taugourdeau qui déplorait que les propositions de mon rapport soient trop contraignantes justement. Et je lui ai dit que convaincre n'est pas contraindre et que structurer une politique, ce n'est pas contraindre. Structurer une politique, c'est effectivement dire ben voilà des mesures que nous allons mettre en place. Il ne faut pas toujours entendre des mesures qui sont des mesures justement qui encadrent comme étant des contraintes. Voilà, c'était ça ma réponse. C'est que lorsque je propose dans ce rapport donc 20% de bio local ou même
D'ailleurs, agriculture durable, hein, donc je ne suis pas si... Voilà, Oui, d'ici 2016, pour arriver à 2020 à 40%, dont 20% de bio, On a une idée du alors chiffre que ces aujourd'hui 20% de bio, on aurait dû les atteindre en 2012. Je dis bien, ce n'est pas... Voilà, là, c'est une mesure d'encadrement. Et je lui répondais qu'effectivement, le Grenelle, justement, avait fixé ça. Sauf qu'effectivement, le Grenelle, en ayant juste fixé un objectif et pas des mesures très précises, eh bien, on se retrouve en 2012 où finalement, on n'est qu'à 5 ou 6%. Donc, en fait, à un moment donné, donc, il y a des propositions qui sont, effectivement, qui vont dans ce sens-là, qui disent, on encadre... il faut accompagner. Donc après, ce sont des mesures, par exemple, quand je dis projet alimentaire territorial, pour l'instant, ça n'existe pas, c'est nouveau. Donc je propose qu'il y ait des appels à projets au niveau national, voire régional, pour des projets alimentaires territoriaux expérimentaux, pour que pendant 2 ans, 3 ans, eh bien, par exemple, pourquoi pas, le Bergeracois, puisque... la ville de Bergerac vient de reprendre ses cuisines en régie. Voilà, voilà. Donc, bon, effectivement, on peut voir qu'est-ce que c'est un projet alimentaire territorial, comment on va faire pour l'établir, pour faire en sorte que ce soit une dynamique de territoire. Parce que c'est avant tout ça, une dynamique de territoire qui donne envie à des jeunes de s'installer en maraîchage, par exemple, parce que c'est quand même essentiellement de ça que nous manquons ici dans cette région, par exemple, qu'on construise une légumerie collective, qu'il y ait, par exemple, une salle de découpe collective, alors soit municipale ou de la part de la CAB, ou pourquoi pas coopérative. Toutes les formes peuvent exister. Est-ce que le type de l'abattoir, enfin le statut de cet abattoir, parmi les collègues qui vous entendaient à la remise du rapport, il y avait une Bretonne qui disait dans mon département, il y a 3 abattoirs, ils se cassent tous la gueule, je ne sais même pas si on va pouvoir en garder un. Voilà. Donc est-ce que ce modèle, ce type de truc peut marcher pour l'agriculture en général ? Ah, mais qu'on soit clair, c'est une des orientations de l'agriculture et ça suppose, par exemple dans les mesures que je propose, c'est effectivement un abattoir public ou coopératif multi-espèces dans chaque département. Parce que effectivement, ça permet en gros le rayon de 100 km donc de produits locaux. Et pourquoi elle parlait de ces abattoirs, mais ce sont les abattoirs dont elle parlait, ce sont des abattoirs qui ne sont plus déjà multi-espèces, qui se sont calqués sur le modèle breton, qui est un modèle très spécialisé. Et donc, dans les propositions, ce que je propose, c'est qu'on fasse une extension de la loi Hamon, qui permet aujourd'hui, la loi Hamon permet aujourd'hui que des salariés puissent être informés suffisamment tôt quand une entreprise va être en cession pour pouvoir éventuellement racheter l'entreprise. Et bien là, ce que je propose pour les abattoirs, parce qu'aujourd'hui le sujet des abattoirs, une fois qu'un abattoir sera fermé, on ne le rouvrir pas. Donc pour sauver des abattoirs, pour que cette information et cette extension de pouvoir racheter puisse se faire au-delà des salariés et que les fournisseurs, par exemple, qui eux sont certainement les premiers intéressés au maintien de l'abattoir, mais aussi les collectivités locales, puissent reprendre ces abattoirs. Donc voilà, ça fait partie des propositions très concrètes du rapport. Daniel Garrigue voulait répondre. Juste, est-ce que l'abattoir bergeracois peut servir de modèle? Je crois que l'abattoir bergeracois, non, c'est quand même, on a atteint en grande partie l'objectif qu'on s'était donné quand même, parce que on a quand même, il est resté polyvalent, on a plusieurs abatteurs qui sont présents dans l'abattoir, mais il n'y en a aucun qui soit en position dominante. C'est quand même ça aussi. Ce à quoi il faut faire attention, et c'est un des intérêts de la polyvalence, parce que si on était dans la main d'un seul groupe, ça serait fini. Si on avait un seul client et vous avez votre mot à dire là-dessus. Pardon ? Vous avez votre mot à dire. On essaie de faire en sorte d'associer. Ouais. Alors c'est vrai que demain, un des problèmes qu'on a, c'est qu'il faudrait, étant donné que c'est un caractère d'établissement public,
économique, Oui, c'est ça. il faudrait qu'on ait un fonds de roulement beaucoup plus important que celui qu'on a aujourd'hui. On se fait constamment rappeler à l'ordre par l'État. Alors peut-être qu'une des solutions, effectivement, ça pourrait être d'associer à la gestion, tout en gardant la majorité, certains des clients pour que tout le monde se sente lié et que tout le monde aille bien dans la même direction. Vous ne vous faites pas accuser de néocolcose ou quelque chose comme ça? Non, on fait pas, c'est pas. Non, mais je crois, moi, je reviens à l'affaire des plans alimentaires territoriaux. Ouais. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'affaire de la planification à la française qu'on a gommée à une certaine époque. Alors, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de faire de la planification, mais je crois qu'un des grands intérêts de la planification à la française, c'était surtout la mobilisation qu'elle réalisait de tous les acteurs de la vie nationale, et en particulier de la vie économique et sociale, parce que les chefs d'entreprise, les syndicalistes, les économistes, tout le monde était associé dans les commissions de modernisation du plan. Et je crois que là, on a laissé disparaître cet outil, qui était quand même un lieu de concertation permanent et tout à fait extraordinaire, qui permettait, tout au long de la durée du plan, même si c'était un plan purement indicatif, mais ça permettait de cerner vraiment les vrais enjeux, les vrais problèmes, et de définir une stratégie. La grosse différence avec ce que propose Madame Alain, c'est que la planification, elle était descendante, alors ce que propose Brigitte Alain, c'est plutôt un travail, il me semble, un travail beaucoup plus participatif. Mais c'était à la fois descendant et montant. Ce qui était important, c'est que vous aviez ces commissions de modernisation, mais vous pouviez en avoir des applications au niveau régional, au niveau local. Ces commissions, vous aviez tous les acteurs qui se retrouvaient. Aujourd'hui, où il est le dialogue entre ces acteurs? Je suis désolé, il n'existe plus. Très bien, je crois qu'on a compris le truc. On ne va pas trop s'attarder, mais j'aimerais bien qu'on parle de tout ça par rapport à la prochaine régionalisation, là, en décembre. Bon, voilà, ça va être fait. La fameuse loi NOTRe, etc., le territoire. Et ceci aussi en rapport avec ce que vous disiez tout à l'heure. L'un et l'autre, vous parlez d'indépendance, mais... Bon, évidemment, personne ne va vous gueuler dessus quand vous dites « vive l'indépendance ». Mais ceci dit, excusez-moi, mais c'est quand même un mot un peu vide. Hein. Dans notre monde réel, hein, l'indépendance, ça n'existe pas. Vive la dépendance. L'essentiel, c'est la bonne dépendance. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Celle qui ne casse pas le lien social, etc. Mais c'est ça qu'il nous faut. C'est plutôt une bonne dépendance plutôt qu'une souveraineté ou une indépendance. Ces mots, à mon avis, sont plutôt des gargarismes que des choses sérieuses. Sauf à revenir à un étatisme, encore une fois, un peu perdu. Enfin bref, la régionalisation peut être un moyen d'inventer un nouvel État, quoi. Je ne sais pas, un État comme vous le souhaitez sans doute, c'est-à-dire ni trop loin ni trop près, je sais pas, une vraie bonne dépendance. Est-ce que cette régionalisation vous donne quelque espoir pour l'heure? L'idée, clairement, hein, et si on reste sur le sujet de l'alimentation, c'est que les régions qui aujourd'hui donnent les orientations d'ailleurs à travers les plans régionaux agricoles d'agriculture durable, pardon. Eh bien, dans ce rapport, je propose que les plans régionaux soient d'agriculture et d'alimentation durable. Donc il ne s'agit pas juste de viser l'autonomie, par exemple, ou cette indépendance dont vous parlez. Il s'agit de créer effectivement des interactions sur les territoires pour que chacun participe à la construction. Voilà. Et donc, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit complètement utopique. Et ça permet aux régions, effectivement, qui ont la compétence économique, hein, donc de donner des orientations, et sur les territoires, les communautés de communes, de prendre en main. On a ici le pays Grand-Bergeracois, qui, selon le statut qu'il prendra, peut être, parce qu'il va beaucoup plus loin, par exemple, au niveau périmètre, que l'intercommunalité, la CAB, il couvre d'autres intercommunalités. Et là, on voit qu'on peut porter un vrai projet de territoire, c'est-à-dire donner envie aux gens sur un territoire de se lancer un défi. Je crois qu'aujourd'hui, on manque de défis. Qu'est-ce qui manque le plus aux jeunes? On a une situation en Bergeracois qui est quand même
dur pour les jeunes. Un grand nombre de jeunes, 30%, hein, je crois qu'ils sont à la fois sans diplôme, sans emploi. Lorsqu'on crée une dynamique de territoire, un défi à porter ensemble, et ça c'est quelque chose qui est intéressant pour des jeunes, qui peut les ramener vers des métiers qu'on pouvait considérer comme ringards jusqu'à présent. La loi NOTRe vous paraît pouvoir favoriser ce genre de choses? Par le fait qu'elle amène vers plus de compétences au niveau des intercommunalités, je considère qu'on peut porter des projets, des vrais projets de territoire au niveau d'une intercommunalité. C'est votre avis aussi, monsieur le maire? Oui, mais j'ai des réserves. Moi, je voudrais dire d'abord, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a besoin d'État. Ça, c'est la première. Je trouve que l'État... Non, mais l'État est trop sorti de son rôle. On a besoin de stratégie, on a besoin d'autorité, on a besoin, je veux dire, on voit bien qu'on est un pays qui est en pleine décomposition aujourd'hui. On est allé trop loin. Et quand je vois un préfet, excusez-moi de le dire, qui, quand il s'agit de décisions qui normalement relèvent de l'État, me répond oui, je veux bien faire ça à condition que vous ayez l'accord du président du conseil régional et du président du conseil départemental. Mais je dis quand on en est là, ça veut dire que l'État ne remplit plus vraiment son rôle. Moi, je dis on a besoin d'État, on a une situation qui est grave, on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes de stratégie, je répète, que ce soit dans l'agriculture, dans l'économie, on a besoin de ça. Bon, après les grandes régions, moi, je n'ai pas d'hostilité particulière aux grandes régions. Sur l'affaire des intercommunalités, je crois qu'effectivement, c'est un cadre qui est adapté pour résoudre beaucoup de problèmes, à une condition, c'est que le suffrage universel direct s'exerce au niveau des intercommunalités. Et si j'ai un grand regret dans la loi NOTRe, c'est que précisément, il y a eu un amendement qui avait introduit l'élection des conseils communautaires au suffrage universel direct. Et aujourd'hui, on va rester dans un système qui est le suffrage inégalitaire direct. C'est ça la situation dans laquelle... Non, mais ça va se faire. Non, ça ne va pas se faire, malheureusement. Ça ne se fait pas. Moi, j'ai un exemple. Et moi, je suis désolé, la démocratie locale, la démocratie, que ce soit au national ou au local, c'est d'abord le suffrage universel, c'est-à-dire une personne, une voix. C'est ça la démocratie. Et aujourd'hui, la démocratie locale, elle est très malade. Bon. Et ce que je crois, enfin... Okay. Attendez, restons-en un peu à cette... Moi, j'ai un exemple très, très concret que j'ai lu récemment. Un député d'Aurillac va voir la région de Lyon. Lyon, c'est une énorme c'est une métropole, c'est pas une région. C'est énorme, un truc énorme. Et il dit à la métropole, alors je ne sais pas par quel biais exactement, écoutez, on va faire un deal, vous réservez dans vos universités lyonnaises des places de logement pour les étudiants venus d'Aurillac, mais voilà, les gens qui m'élisent, quoi. Et moi, en contrepartie, je fournis les cantines, les restaurants universitaires avec des produits locaux. Je vous réserve les produits d'Aurillac qui sont vachement bien, comme ceux de la Dordogne, et bio et tout, durable et machin. Et j'ai trouvé ça génial, moi, comme truc. J'ai trouvé ça... Pour moi, le nouvel État, c'est ça, si vous voulez. C'est une espèce d'entente commune, participative, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, où je trouve qu'il y a quelque chose d'égalitaire là-dedans qui me va très bien. Et je ne sais pas si vous avez, l'un et l'autre, une expérience de ce genre, c'est-à-dire non pas demander l'État qui vous répond, mais mettez-vous d'accord avec la région et le département, etc. On les comprend, ces pauvres gens, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Mais si on crie l'État, je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. C'est pas trop. Je n'ai pas dit que l'État devait être partout. J'ai dit qu'on avait besoin de davantage d'État aujourd'hui dans un pays qui est en crise, où on a besoin d'aménagement du territoire également. Or, l'aménagement du territoire, excusez-moi, ça veut dire que on fera peut-être un peu moins pour les grosses métropoles régionales et un petit peu plus pour les villes moyennes et les territoires ruraux. Il y a un rééquilibrage qui est nécessaire. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Logement contre bouffe. Oui, mais monsieur Clamens, tous les centres de décision aujourd'hui, regardez, depuis 20 ans, petit à petit, tous les centres de décision qu'on avait ici à Bergerac, ils sont partis au niveau régional ou super-régional. Le problème, c'est qu'on n'a plus aucune capacité de décider de notre destin. C'est quand même un problème. Là, clairement, avec les projets alimentaires territoriaux, justement, on met chacun à sa place. Oui. La loi a voté quelque chose. Hein. On a mis... les projets alimentaires territoriaux sont dans la loi. Donc, effectivement, il doit y avoir des orientations portées au niveau de l'État. Les régions peuvent définir les orientations en fonction
ben, forcément, il y a quand même, chaque région a ses avantages naturels, je dirais, à valoriser. Le climat, le fait d'avoir de l'eau, pas de l'eau, le fait... Enfin, bon, voilà. Les grandes régions, donc, elles sont quand même un peu diverses. Moi, je ne le vois pas comme un deal, comme vous disiez. C'est-à-dire que je pense que c'est plus... effectivement, prendre les atouts qu'on a les uns et les autres et faire en sorte que, effectivement, en solidarité, le fait que dire logement contre nourriture, c'est une forme un peu bizarre. Ça nous rappelle et moi, je dirais que c'est toi qui caricature, c'était pas tout à fait comme ça. C'est plutôt mettre en avant, effectivement, le fait qu'il est important que la communauté d'agglo de Lyon se préoccupe du fait que, comme elle a les facultés, enfin un grand nombre de facultés, parce que heureusement il y en a aussi, on en a à Périgueux, on en a à Aurillac, donc heureusement il y en a aussi sur le territoire, mais effectivement elle en a un plus grand nombre, donc elle doit se préoccuper de l'accueil des jeunes étudiants, et que quand on est dans un milieu rural, où on a des terres, on doit se préoccuper de les préserver, parce que là aussi, ça fait partie quand même des choses qui sont extrêmement importantes, préserver nos terres nourricières pour justement l'alimentation, et que effectivement, dans l'alimentation, c'est pas de l'autarcie, produire à Bergerac, juste pour Bergerac. Quand on parle de la communauté urbaine de Bordeaux, qui aujourd'hui fournit ses cantines à 40% bio local, ça s'est pas fait juste à la périphérie de Bordeaux où malheureusement il n'y a presque plus que des vignes. Donc il faut bien aller dans un rayon beaucoup plus large, et ça s'est fait comment? Avec l'interprofession bio, art bio et le marché d'intérêt national de Bordeaux. Parce que finalement c'est la meilleure plateforme pour rassembler ces produits agricoles bio, mais ils disent clairement on manque de culture de plein champ. Donc, à un moment donné, il faudra qu'il y ait un signal pour qu'on puisse faire des cultures de plein champ légumières en bio dans cette région, pour pouvoir fournir la communauté urbaine de Bordeaux qui le demande. Et effectivement, on peut avoir de l'agriculture en ville. On peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. La ville de Nantes est très en avance là-dessus. Mais par exemple, pour citer Nantes, dans les exemples que vous demandiez tout à l'heure, j'ai visité, dans le cadre de la mission parlementaire, je suis allée au lycée agricole de Saint-Herblain, qui est orienté sur les productions légumières et maraîchères, qui est en train de construire d'ailleurs une légumerie qui va avoir vocation pédagogique, mais aussi économique. Eh bien, depuis plusieurs années, ils se sont investis de fournir les légumes pour les lycées de Nantes. C'est ça. Tous les lycées de Nantes. Les lycées et les collèges de Nantes. Donc c'est un gros travail qui a été fait entre la région, le département, parce que effectivement là on touche plusieurs intercommunalités, la communauté urbaine. C'est ça. Eh bien, depuis qu'ils font ça, il y a plus de jeunes qui s'inscrivent dans les filières agricoles. Le lycée agricole de Saint-Herblain était comme tous les autres lycées, en perte de jeunes plus personne ne voulait prendre ces filières-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer des nouvelles filières en BTS et même au niveau des demandes en ingénieurs. Donc voilà, à tous les niveaux, qu'on soit au brevet professionnel, qu'on soit au bac, qu'on soit au BTS ou ingénieur, ce lycée progresse. Donc là, on n'était pas dans du deal, mais ça s'est fait tout simplement parce qu'il y a une dynamique. Voilà. Je voudrais juste reprendre avec M. Garry sur l'État, la vision très noire de la désertification étatique dans le Bergeracois. Oui, et revenir sur la loi NOTRe. Tout à l'heure, vous avez abordé peut-être, je ne sais pas si c'est le seul élément qui vous gêne, le fait qu'il n'y ait pas de suffrage direct des intercommunalités. Est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même entre ce que vous annoncez, ce que vous dites, le fait que l'État se désengage, qu'il n'est plus présent, qu'il n'y a plus où les échelles de décision s'éloignent? Il y a des difficultés financières, mais je pense que il faut qu'ils sortent de ces difficultés financières, mais ça n'explique pas tout. Est-ce que cette loi NOTRe justement ne vise pas ou n'aura pas pour conséquence ce désengagement de plus en plus fort de l'État? Osons gros mots, une reféodalisation qui irait un peu à l'inverse que ce que vous souhaitez. Moi, c'est exactement ce que j'ai...
Moi, je pense qu'effectivement, on est dans une société très complexe et il faut décentraliser au maximum un certain nombre de décisions. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a un besoin de participation des citoyens aussi qui s'expriment à travers la démocratie locale. Mais je répète, la démocratie locale, on est aujourd'hui dans une situation paradoxale où tout le pouvoir est dans des intercommunalités qui ne sont pas élus au suffrage universel direct, et les gens qui sont élus... Il y a quand même eu le fléchage. Il y a eu le fléchage au moment des municipales. C'est du suffrage inégalitaire direct, parce que ça ne tient pas compte du poids relatif des différentes collectivités. Oui, et puis vous avez au suffrage universel direct des maires qui sont sur le terrain, et qui n'ont pratiquement plus aucun pouvoir. Vous en avez même qui dépendent des dotations de solidarité des intercommunalités pour continuer encore à exister et à fonctionner. On va en voir un cet après-midi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une situation très, très, très difficile. Il y aurait un correctif, à mon avis, à apporter, c'est que les conférences des maires qui existent à l'intérieur des intercommunalités soient un peu une sorte de deuxième chambre à côté du conseil communautaire, qui ait la possibilité quand même de se faire entendre sur tout les grands choix, sur tous les grands enjeux, et ça redonnerait aux petites communes rurales un sens qu'elles sont en train de perdre aujourd'hui. Bon, mais au-delà de ça, effectivement, ce que je crains beaucoup, c'est qu'on crée des super féodalités avec ces très grandes régions et que l'État se désengage. Je prends un exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le problème de la dépendance, des personnes âgées dépendantes. Les sénateurs, quand la loi a été votée au début des années 2000, ont voulu que ça soit géré et organisé au niveau des départements. La seule chose qu'on avait prévue, c'était un système de compensation entre départements, et on s'aperçoit qu'au fil du temps, la part de la compensation a diminué de plus en plus gravement. On a essayé de faire des solutions, je dirais, empiriques avec l'histoire de la journée qui était consacrée à la dépendance, enfin bon, des solutions qui ne sont pas de vraies solutions. Le vrai problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a des départements qui ont un très grand nombre de personnes âgées, qui viennent souvent d'autres régions, qui ont des charges considérables à ce titre. C'est le cas de la Dordogne, mais il y a des départements qui sont dans une situation bien plus difficile encore. Et puis vous avez d'autres départements qui sont ceux dans lesquels se développe l'essentiel des activités. Quand les gens arrivent à l'âge de la retraite, ils s'en vont. Et ces départements, finalement, la dépendance, ça ne pèse pas beaucoup sur leurs finances. La seule solution, si on veut résoudre le problème, d'une certaine façon, c'est de renationaliser l'affaire de la dépendance et d'en faire une branche de la sécurité sociale qui ne soit pas fondée sur une pseudo-compensation entre départements, mais qui soit une solidarité complète entre l'ensemble des Français. C'est ça la vraie solution. La région pourrait C'est ça la vraie solution. Mais la région, non, parce que vous pouvez avoir des régions qui sont pauvres ou qui s'appauvrissent. Les régions, elles ne sont pas dans des situations égales. Vous avez des régions qui sont dynamiques. Si vous allez, je ne sais pas avec qui va se trouver Rhône-Alpes demain, mais c'est quand même un des ensembles les plus dynamiques du pays. Vous risquez d'avoir d'autres régions, Midi-Pyrénées, Languedoc, Roussillon, par exemple, où il y a des départements qui ont quand même de fortes difficultés. Donc vous aurez une très grande disparité entre les régions. Donc moi je pense qu'il faut, dans un certain nombre de domaines, réorganiser les choses sur une base nationale. Et la compétence générale, ou cette perte de la compétence générale, est-ce que c'est des choses parce qu'il y a beaucoup de maires qui sont montés au créneau, on en voit un cet après-midi justement. Vous ne faites pas partie des édiles ou des maires. La compétence générale, je crois qu'il faut... c'est bien qu'il y ait des leaders dans certains domaines, qu'il y ait des collectivités qui aient plus de compétences et plus de poids que d'autres, parce qu'il faut organiser les choses au plan... Et il ne faut pas que toutes les collectivités se concurrencent à développer des services concurrents sur le territoire. Mais je pense qu'il faut voir selon les domaines. Il y a un domaine comme celui de l'emploi. Je dirais que toutes les initiatives qui sont prises sur le domaine de l'emploi, qu'elles viennent de toutes petites communes, de régions, ou qu'elles soient prises à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, je dirais tout ça, ça a du positif. Bon, il y a des domaines, quand vous êtes dans le domaine du tourisme ou de la culture, vous ne pouvez pas tout attribuer à la grande région ou même au département, parce que les initiatives locales en ce domaine, elles ont une importance considérable, et les gens savent bien ce qu'il faut faire localement, quelles sont les attentes localement. Donc je crois qu'il faut là-dessus nuancer les choses, et qu'il faut... je ne dis pas qu'il faut la compétence générale dans tous les domaines, mais il faut laisser quand même une certaine marge d'initiative. Oui.
D'accord. Bon, ben merci. Bah, j'avais juste une toute dernière vas-y. question pour passer du local à l'universel, si on peut, ou en tout cas à l'international Global. ou au mondial ou au global. Tout à l'heure, on a commencé, enfin, on a parlé de convaincre plutôt que contraindre. Je voudrais juste avoir un mot de Madame Alain et Monsieur Garrigue aussi sur la COP 21 qui s'annonce. Copenhague, Kyoto, aucune contrainte, finalement des décisions des seuils qui n'ont jamais été respectées, des permis à polluer qui permettent aux États-Unis et à la Chine, qui n'ont pas signé d'ailleurs Kyoto, de continuer à polluer, alors qu'on impose aux pays du Sud de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et autres. Est-ce que vous avez un espoir, parce que Paris c'est dans quelques mois, est-ce que vous avez un petit espoir sur une tentative de décision et d'un accord à la COP 21 qui se déroulera en décembre? Moi j'ai l'impression que les choses progressent de ce point de vue, parce qu'effectivement, on voit que de nombreux chefs d'État qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient un certain mépris par rapport à ces questions-là, aujourd'hui, les mettent en avant. Et ça, c'est extrêmement important parce que, de fait, c'est un changement de regard. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, chacun se rend compte, et je dis bien chacun, c'est que l'évolution du climat, les dérèglements climatiques, c'est pas demain et ailleurs, c'est ici et maintenant. Voilà. Et ça, je crois que tout le monde en a pris conscience. Et donc, chacun de nous sait bien qu'il va falloir mettre des actions en place pour cela, que c'est un véritable défi. Et tout à l'heure, je parlais de défis. Les défis, pour moi, c'est quelque chose qui peut être très positif. Parce que ça peut entraîner toute une population vers quelque chose à atteindre. Et ça, je trouve que à la fois, ça donne de l'espoir, mais bien sûr, au-delà de l'espoir, ça peut être créateur d'emplois. Et puis, c'est surtout des démarches qui amènent du bien-être pour tous. Donc, quand c'est bien pour tous, c'est bien pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent surtout à eux. Moi, je rencontre beaucoup de moi. Mais à chaque fois qu'on explique aux gens que derrière, quand on travaille ensemble sur du collectif, si c'est bien pour tout le monde, c'est aussi bien pour l'individu. Et c'est replacer l'individu au cœur de la planète, mais juste là. On vous reconnaît bien là. Bon, ben merci beaucoup. Monsieur Garrigue, pour conclure. Sur la COP. Oui, non, moi, moi je pense Parce quand que même... le Grenelle, ça a été quand même Je pense une aussi historique. je pense que les choses avancent quand même fortement. D'abord parce que, bon, il y a eu la pression des associations, etc. Il y a eu surtout l'action, je pense, du monde scientifique, qui a quand même vraiment, globalement, tiré la sonnette d'alarme de manière générale dans toute la planète. Je pense que les deux réunis, les actions citoyennes, mais aussi la sonnette d'alarme que tire le monde scientifique quand même très fortement, les politiques peuvent pas l'ignorer. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour peser plus? Moi, je pense que les Européens, de façon générale, sont souvent parmi les plus sensibilisés à ces questions. Ce qu'on doit souhaiter, c'est que l'Europe, là-dessus, essaie de peser, parce que ça se joue en très grands ensembles. On n'a pas eu le temps de parler de l'Europe, c'est quand même un enjeu majeur. Et ce qu'il faudrait, c'est que l'Europe, je dirais, ait des positions, définisse des positions communes suffisamment fortes pour peser vis-à-vis des autres ensembles. Voilà, mais il faudrait parler de l'Europe. C'est un enjeu fort également. Bon, ben merci à tous Merci les beaucoup. deux. On espère qu'on remettra ça, peut-être, parce qu'il faut les faire parler. Lui était député, elle est députée, tout ça. Ils ont peut-être des tas de trucs à se dire. Puis en plus, il y en a une de gauche et l'autre de droite, tu vois. Je sais pas. Je sais plus. Oui, non. Brada do bar, para bada do veira, banana do bar.